Propaganda, de la propagande ou comment manipuler l'opinion publique en démocratie d'Edward Bernays, 4e partie, la psychologie des relations publiques. L'étude systématique de la psychologie des foules a mis au jour le potentiel que représente pour le gouvernement invisible de la société la manipulation des mobiles qui guident l'action humaine dans un groupe. Trotter et Lebon d'abord, qui ont abordé le sujet sous un angle scientifique, Graham Wallace, Walter Lippmann et d'autres à leur suite, qui ont poursuivi les recherches sur la mentalité collective, ont démontré, d'une part, que le groupe n'avait pas les mêmes caractéristiques psychiques que l'individu, d'autre part, qu'il était motivé par des impulsions et des émotions que les connaissances en psychologie individuelle ne permettaient pas d'expliquer. D'où naturellement la question suivante: si l'on parvenait à comprendre le mécanisme et les ressorts de la mentalité collective, ne pourrait-on pas contrôler les masses et les mobiliser à volonté sans qu'elles s'en rendent compte? La pratique de la propagande a récemment prouvé que c'était possible, du moins jusqu'à un certain point et dans certaines limites. Certes, la psychologie collective est encore loin d'être une science exacte et les mystères de la motivation humaine n'ont pas tous été révélés. Cela étant, l'alliance de la théorie et de la pratique s'avère assez fructueuse pour qu'il ne soit plus permis de douter que, dans certains cas, la mise en œuvre de tel ou tel mécanisme provoque en effet un changement d'opinion remarquablement conforme à celui attendu, un peu comme un automobiliste règle la vitesse de sa voiture en agissant sur le débit d'essence. Bien que la propagande ne soit pas une science au sens expérimental du terme, ce n'est plus tout à fait la pratique empirique à quoi elle se résumait avant l'avènement de la psychologie des foules. Elle est scientifique au sens où elle cherche autant à fonder ses opérations sur des connaissances précises tirées de l'observation directe de la mentalité collective que sur des principes dont la cohérence et la relative constance ont été démontrés. Comme le savant dans son laboratoire, le propagandiste moderne étudie systématiquement le matériau sur lequel il travaille. Lorsqu'il doit, par exemple, préparer une campagne de vente d'envergure nationale, il explore le secteur en s'entourant d'un service de presse, d'un corps d'éclaireurs et en effectuant lui-même des recherches ciblées. Il détermine de la sorte quelles caractéristiques du produit ont perdu leur attrait et dans quelle direction s'oriente le goût du public. Il n'oublie pas d'évaluer si et dans quelle mesure Madame a son mot à dire dans le choix de la voiture de Monsieur, dans celui de ses costumes ou de ses chemises. Trop d'éléments échappent toutefois à son contrôle pour qu'il puisse espérer obtenir des résultats scientifiquement exacts. Il pourra affirmer avec une assez grande certitude qu'à condition que les circonstances s'y prêtent, une traversée internationale en avion est de nature à susciter l'engouement du public, voire un regain de ferveur pour les programmes politiques. En revanche, il ne peut pas jurer qu'un événement inattendu ne va pas détourner l'attention publique de ce vol ou qu'un autre aviateur ne réalisera pas la veille un exploit plus spectaculaire encore. Si restreint que soit le secteur de la psychologie collective sur lequel il travaille, le propagandiste doit tabler sur une marge d'erreur importante. La propagande n'est pas plus une science exacte que l'économie ou la sociologie, car elles ont toutes les trois le même objet d'étude, l'être humain. À partir du moment où l'on peut influencer des dirigeants, qu'ils en aient conscience ou non et qu'ils acceptent ou non de coopérer, automatiquement on influence aussi le groupe qu'ils tiennent sous leur emprise. Les effets de la psychologie collective ne s'observent toutefois pas uniquement sur ceux qui participent ensemble à une réunion publique ou à une émeute. L'homme étant de nature grégaire, il se sent lié au troupeau, y compris lorsqu'il est seul chez lui, rideau fermé. Son esprit conserve les images qui ont imprimé les influences sociales. Assis à son bureau,
un homme décide d'acheter des actions, alors qu'il s'imagine sûrement que seul son jugement personnel intervient dans cette décision. En réalité, ce jugement est un mélange d'impressions gravées en lui par des influences extérieures qui contrôlent ses pensées à son insu. Il envisage de devenir actionnaire de cette compagnie de chemin de fer parce qu'elle a fait les gros titres de la presse de la veille et qu'en conséquence son nom s'impose puissamment à lui. D'ailleurs, il garde un bon souvenir d'un fameux dîner à bord d'un de ses express. Elle a une politique de l'emploi libérale et une réputation d'honnêteté. Il a appris que la J.P. Morgan en avait des parts. Leurs travaux ont amené Trotter et Lebon à la conclusion que la pensée au sens strict du terme n'avait pas sa place dans la mentalité collective guidée par l'impulsion, l'habitude ou l'émotion. À l'heure du choix, son premier mouvement est en général de suivre l'exemple d'un leader qui a su gagner sa confiance. C'est là un des principes les plus fermement établis de la psychologie des foules, qui opère en fixant à la hausse ou à la baisse le prestige d'une station balnéaire, en suscitant une ruée sur telle banque ou un mouvement de panique à la bourse, en créant l'engouement qui va déterminer le succès d'un livre ou d'un film. Quand la foule ne peut pas calquer sa conduite sur celle d'un leader et doit se déterminer seule, elle procède au moyen de clichés, de slogans ou d'images, symbolisant tout un ensemble d'idées ou d'expériences. Il y a quelques années, il suffisait d'accoler au nom d'un candidat politique le mot « intérêt » pour qu'instinctivement des millions de gens lui refusent leur vote, tant ce qu'évoquait ce terme « intérêt » était associé à la corruption. Plus près de nous, le mot « bolchevique » a rendu un service du même ordre à ceux qui voulaient effrayer le grand public pour le détourner d'une ligne d'action. Les propagandistes réussissent parfois à faire basculer tout un magma d'émotions collectives en jouant sur un vieux cliché ou en forgeant un nouveau. En Grande-Bretagne, les hôpitaux d'évacuation militaire furent la cible de très nombreuses critiques pendant la guerre à cause des traitements sommaires qui étaient dispensés aux blessés. Aux yeux de l'opinion, les patients d'un hôpital avaient droit à des soins prolongés et consciencieux. Le mécontentement public céda quant aux lieux d'hôpitaux, on se mit à parler de postes d'évacuation. Personne n'attendait d'une institution ainsi baptisée qu'elle dispense plus que des traitements d'urgence. Le terme hôpital avait un sens convenu, indissociablement associé à un certain cliché. Jamais l'opinion ne se serait laissée persuader qu'il convenait de distinguer entre tel et tel type d'établissement hospitalier, qu'il fallait séparer l'expression de l'image qu'elle évoquait. En revanche, l'invention d'un nouveau terme a automatiquement conditionné l'émotion publique en faveur des dits postes d'évacuation.